voit maintenant le cas général. Donc P est un entier naturel supérieur ou égal à 2, E est un K espace vectoriel et F une application de E puissance P vers K. Donc on dit que c'est une forme parce qu'elle arrive dans K. Elle est P linéaire si pour toute famille xk de P vecteur de E, à chaque fois qu'on fixe K entre 1 et P, l'application partielle FK qui à X fait correspondre ça. Alors ça c'est quoi? C'est on ne touche pas à tous les xi, sauf à l'emplacement I, à l'emplacement K plus exactement, bien on met le vecteur X. D'accord? Et cette application-là doit être linéaire. Autrement dit, la kème composante est linéaire. C'est ce qu'on avait fait déjà avant, avec la bilinéarité quand P était égal à 2, et la trilinéarité quand P était égal à 3. L'ensemble A des formes P linéaires sur E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des applications de E puissance P vers K. C'est évident parce que si je reprends Fg appartenant à A et lambda appartenant à K, et K entre 1 et P, la kème composante de lambda F plus G, c'est lambda Fk plus... Enfin, c'est pas la kème composante qu'il faudra dire, mais on se comprend quoi, c'est le kème. Hein. Ben, c'est lambda Fk plus Gk, et elle est linéaire. C'est l'application partielle d'ordre K. Kème application partielle. Bon, linéaire parce que les deux là sont linéaires. Une forme P linéaire sur E est dite symétrique si pour toute permutation de SP, alors SP c'est les P premiers entiers naturels, et toute famille de P vecteurs de E, f de x sigma 1 jusqu'à x sigma P est égal à f de x1 jusqu'à xp. Exemple, le produit scalaire sur E égale R puissance n est une forme bilinéaire symétrique, hein, bilinéaire, on a P égale 2, parce qu'à deux vecteurs, on fait correspondre le produit scalaire qui est la somme des xi, x'. Bon, là l'histoire de la symétrie, on est dans P égale 2, donc il y a quoi? Il y a deux permutations possibles, 1 donne 1, 2 donne 2, ou 1 donne 2, 2 donne 1, qui consiste à échanger les vecteurs. Si on les échange pas, on a évidemment ça, et si on les échange, ben on voit dans cette formule que échanger les primes et les pas primes, ça ne change rien en résultat, et donc c'est bien égal. Quant à la symétrie, quant à la bilinéarité, ben c'est évident que si je remplace U' par V' plus W', ben, je vais bien avoir UV' plus UW', puis U de lambda U', enfin produit scalaire U lambda U' est égal à lambda produit scalaire U', mais bon, produit scalaire ça sera un chapitre qu'on fera, on en a déjà parlé d'ailleurs, produit scalaire. Bon, tout ça c'est évident. Hein. Si f est une forme P linéaire sur E, on dit qu'elle est alternée si f des xi, donc des P vecteurs, est égal à 0 dès que deux parmi ces P vecteurs sont égaux. Par exemple, je prends x1 et puis x2 par exemple. Voilà. L'ensemble des formes P linéaires symétriques et l'ensemble des formes P linéaires alternées sont des sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel des P formes linéaires sur E. Bon, déjà, ils ne sont pas vides, hein, parce que l'application P linéaire qui a une famille de xi à ceci 0, elle appartient à chacun de ces deux ensembles. C'est évident, ça. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut démontrer? Que quand c'est symétrique, alors si je prends f et puis g, toutes les deux symétriques, est-ce que lambda f plus g va être symétrique? Bah, c'est évident, hein, parce que quand je vais prendre lambda f plus g en x sigma 1 jusqu'à x sigma n, hein, d'accord? Je veux dire que c'est lambda f en ça, et donc ça fera lambda f en x1 jusqu'à xn, plus, parce que c'est symétrique f, plus g de ça, et ça fera g de x1 jusqu'à xn, pareil, parce que g est symétrique. Donc ça fera lambda f plus g de x1 jusqu'à xn. Donc ça marche. Alors maintenant, pour l'autre, pour alterner, ben, si donc je prends f et g alternés, puis je m'intéresse à ça du coup, d'accord? xp.
Sauf que, mettons, j'ai x au rang m qui est égal à x au rang n. Ben, dans ce cas-là, bon, je développe, je le fais comme d'habitude, ça fait lambda f de ça. Mais f de ça, ça va être nul parce que j'ai deux qui sont égaux. Plus g de ça, qui est nul aussi parce que j'en ai deux qui sont égaux. Donc ça fera aussi égal à 0. Et donc c'est bien une forme alternée et on a tout démontré. Propriété. F est une forme P linéaire sur l'espace vectoriel grand E. Eh bien, elle est alternée si et seulement si pour toute transposition sigma de SP et toute famille xi de P vecteurs de E, x sigma 1, x sigma 2 jusqu'à x sigma P est égal à moins f de x1 jusqu'à xp. Si on prend des transpositions. Démonstration. Supposons-la alternée et prenons la transposition qui échange i et j avec i inférieur à j. On s'intéresse à x égale f de x1. Alors on met tous les xk, mais au rang i, donc i est inférieur à j, on met xi plus xj, et au rang j aussi. Donc ça fait 0 bien sûr, puisqu'elle est alternée. Et on développe, grâce à la linéarité des applications partielles de rang i et de rang j. Donc on va avoir du xi, du xi xj, du xj xi et du xj xj. Alors là, comme il y a xj deux fois en deux rangs i et j, et là comme il y a xi en deux rangs i et j, c'est nul ça. Donc on fait passer de l'autre côté, on obtient tout de suite ça. Ce qui revient à dire que f de x sigma 1, ça c'est x sigma i, x sigma j jusqu'à x sigma l, est égal à moins f, sigma étant la transposition. Réciproquement, si je prends i inférieur à j et xi égale xj, je considère la transposition qui échange i et j, et je vais dire que f de x1, alors je mets xj au rang i, xi au rang j. D'accord? C'est la transposition. Donc d'après l'hypothèse, ça fait moins f de x1, xi jusqu'à xn. Et je prends xi égale xj. Donc ça fait f de, et là il y aura xi, et là il y aura xi. Donc en faisant passer de l'autre côté, j'obtiens ça. Et comme le corps n'est pas de caractéristique 2, caractéristique du corps différente de 2, eh bien j'en déduis que f de x de ce truc-là, f de x1, xi, et puis après il y a encore xi jusqu'à xn, donc je vais mettre xj, parce qu'on sait que xj est égal à xi, eh bien est égal à 0. Donc c'est démontré, elle est alternée. Propriété, soit f une forme P alternée sur E, sigma, alors là sigma, c'est pas forcément une transposition, c'est une permutation de 1 jusqu'à P, de l'ensemble des P premiers entiers naturels, de signature sigma, epsilon de sigma, qui est égal à plus 1 ou moins 1 suivant quel est le produit d'un nombre pair ou impair de transposition. Alors f de x sigma 1 jusqu'à x sigma p égale la signature fois f de x1 jusqu'à xp pour toute famille xi de e puissance p. Donc évidemment, si sigma est une transposition, cette propriété-là a déjà été démontrée, puisque à ce moment-là, la signature de la transposition, c'est moins 1. Donc on retombe sur un résultat déjà. Prenons n supérieur ou égal à 1, donc la propriété est... Alors, on va montrer la propriété suivante, c'est que si sigma est le produit de n transpositions de SP, alors f de x sigma 1 jusqu'à x sigma p est égal à ça. Alors c'est vrai, on vient de le rappeler à l'ordre 1, d'accord? Et supposons que ça soit vrai à l'ordre n et considérons un produit de n plus 1 transposition. Alors Tn plus 1, pour faciliter la démonstration, je l'appelle T, et puis l'autre, gamma, ben, c'est un produit de n transposition, d'accord? Donc je peux dire que x sigma i, c'est x sigma de T rond gamma de i. Et donc f des... Là j'écris, ça veut dire que c'est la famille des P vecteurs. Hein. Donc c'est un PUplet.
f de ce PUPLE là, c'est donc, j'applique la transposition, moins f de ce PUPLE là. Et lui, par l'hypothèse de récurrence, c'est epsilon de sigma. Alors epsilon de sigma, sigma c'est... non, c'est pas sigma d'ailleurs, c'est gamma. Et d'après l'hypothèse de récurrence, f des x des gamma i, ça va être égal à epsilon de gamma. Donc ça me fait, et epsilon de gamma, comme c'était un produit de n transposition, c'est moins 1 puissance n. Donc ça fait moins 1 puissance n, ça c'est ce moins. Hein, là c'est la signature de gamma, f de des xi. Donc ça fait moins 1 puissance n plus 1. Alors, f des xi. Mais ce moins 1 puissance n plus 1, c'est exactement la signature de sigma, parce que sigma c'était t rond gamma, donc sa signature, c'est signature de t, ce qui fait moins 1, fois signature de gamma, moins 1 puissance n, donc ça fait ça. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Alors là, il faudrait, je n'ai pas tout mis, comme elle est vraie à l'ordre n plus 1, elle est toujours vraie, d'accord, d'après le théorème de récurrence, hein, j'ai démontré qu'elle était vraie à l'ordre 1, si elle est vraie à l'ordre n, elle est vraie à l'ordre n plus 1. Et maintenant je fais quoi? Eh bien maintenant je prends sigma appartenant à SP, et je dis qu'on peut la décomposer en produit de transposition, hein, donc par exemple de n transposition. Alors, c'est pas une décomposition de façon unique, mais quand on a étudié les transpositions, les permutations au cours d'algèbre, hein, on a vu que quelle que soit la décomposition en n ou en p transposition, la signature était la même. D'accord ? Donc on prend une décomposition, sigma égale un produit de n transpositions, et à ce moment-là, on a f de x sigma 1 jusqu'à sigma p, d'après ce que j'ai démontré avant, qui sera égal à moins 1 puissance n, c'est-à-dire la signature de sigma, fois f de x1 jusqu'à xp, donc ça marche. Dernière propriété, si f est une forme p linéaire alternée sur E, et xi une famille de p vecteurs liés de E, alors f de x1 jusqu'à xp est égal à 0. Alors, c'est évident si deux des vecteurs sont égaux, puisque f est alterné, hein, donc si deux des xi sont égaux, et c'est vrai aussi si un des xi est égal à 0, puisque c'est une forme p linéaire. Alors sinon, il y a un des xi qui est combinaison linéaire des autres, et on peut écrire xi égale somme de k égale 1 à p, pour k différent de i, des lambda k xk. Et à ce moment-là, f de x1 jusqu'à xp, il faut bien comprendre qu'au rang i ici, au rang i, je vais avoir ce truc-là. Et donc je vais sortir les lambda k, et je vais dire somme des lambda k f de x1 xk au rang i jusqu'à xp. Ça, j'utilise la linéarité de la ième composante. D'accord ? Et pourquoi est-ce que ça fait 0 ? Ça fait 0 tout simplement parce que pour k différent de i, xk apparaît deux fois. Là, les k sont tous différents de i. Mais là, xk, il apparaît au rang i. Et comme k est différent de i, il apparaît aussi au rang k, qui est peut-être devant ou qui est peut-être après, hein, suivant que k est inférieur ou supérieur à i. Mais en tout cas, il apparaît deux fois là-dedans. Et donc, ça, c'est nul. Et le résultat, ça va faire 0. D'accord ? Et donc, j'obtiens bien que f de x1 jusqu'à xp est égal à 0. Conséquence, si E est un espace vectoriel de dimension n et que P est un entier naturel supérieur à n, alors toute forme petit f P linéaire alterné sur E est nulle. Car si on choisit P vecteur xk, xk va être une famille liée parce qu'il y a plus de vecteurs que la dimension de l'espace, hein, et donc f de x1 jusqu'à xp sera égal à 0. Théorème. Donc maintenant, on est dans le cas, on va rester dans le cas tout le temps, P égale n, la dimension de E.
En dimension de E égale n, l'espace vectoriel A' des applications n linéaires alternées est de dimension 1. Pour toute base B égale EI de E, il existe une unique forme n linéaire alternée, que j'appelle petit f, telle que f de EI est égal à 1. Alors ce petit f, en fait, on va l'appeler déterminant dans B, et il est générateur, puisqu'il n'est pas nul, il va être générateur de mon espace A' de dimension 1. Un déterminant dans B, c'est une forme n linéaire alternée. Si UI est une famille de n vecteurs, le déterminant, ça s'appelle le déterminant des UI relativement à la base. Démonstration, donc on prend une base B égale EI, une famille UJ de vecteurs qui sont donnés par leurs coordonnées, et on prend F, une forme n linéaire alternée. Et on s'intéresse à F de U1 jusqu'à UN, donc on écrit chaque UJ ici. Et là, on va développer grâce à la n linéarité. Donc ça revient à prendre un terme dans chaque somme et à multiplier par un autre terme dans chaque somme. Donc en fait, ça revient à faire quoi? Dans le premier, je vais prendre un terme, ça peut être A11, ça peut être A21, ça peut être jusqu'à AN1. Dans le deuxième, je vais prendre un terme qui va être A12 ou A22 ou AN2, etc. C'est comme si à chaque fois, pour 1, je vais affecter une valeur, donc entre 1 et n. Pour 2, j'affectais une valeur de i entre 1 et n. Et jusqu'à n, comme ça, où j'affecte une valeur de i entre 1 et n. Ça revient à se donner finalement une application de 1n dans 1n, que je vais appeler alpha. Et donc ça revient à faire des sommes pour alpha appartenant à delta, des produits de j égale 1 à n, d'accord? Et là, à chaque fois, le alpha j, alpha j, c'est une valeur qui est entre 1 et n, d'accord? Et donc, évidemment, ici, quand je prends une valeur, par exemple, si je prends ici i égale 2, ici, ça va faire 2, hein, bien sûr. Donc le i, c'est le même que ici. Donc ici, j'obtiens e alpha 1 jusqu'à e alpha n, d'accord? Ou donc les alphas, ce sont toutes les applications de ça vers ça. Alors évidemment, il y en a n puissance n, puisqu'il y a n choix pour l'image de 1 fois n choix pour l'image de 2, etc. D'accord? Et ça correspond bien au développement, n choix, n fois n fois n puissance n termes ici dans cette somme. Mais, on va voir, c'est que la plupart des termes, ils sont nuls. En effet, quand alpha n'est pas bijective, comme ces deux ensembles qui ont le même cardinal, hein, elle ne sera pas injective. Elle ne sera pas injective, donc il existera i différent de j, tel que alpha i sera égal à alpha j. Et à ce moment-là, e alpha i égale à e alpha j. Et donc à ce moment-là, le f va être égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est une forme n linéaire alternée. Donc il va rester là-dedans que les alphas, mais je vais les noter sigma désormais, que les alphas qui sont injectifs, ça s'appelle les permutations de 1 jusqu'à n. Donc il va me rester une somme de j égale 1 à n, des a sigma j, f de e sigma 1 jusqu'à e sigma n. D'accord? Alors, ça, je sais que c'est signature de sigma multiplié par f de e1 jusqu'à n. D'accord? Donc je vais retrouver le même terme dans chaque somme, donc je peux le factoriser, et ça devient ça. Donc j'ai un terme ici que je vais appeler déterminant des UI. D'accord? Voilà. Et je remarque que si je remplace les UI par les EI, ça fait f de EI ici, ici ça fait f de EI, et si je demande que ça soit égal à 1, donc ça ne sera pas nul, eh bien ce truc-là vaudra forcément 1. D'accord? Donc il y aura effectivement une seule forme linéaire qui sera égale à 1. Alors ce truc-là, je l'appelle déterminant des UI, hein, parce que les coefficients, là, les A sigma JJ, ne dépendent évidemment que des UI. Déterminant des UI dans B. Voilà. Et donc j'ai mis ça. Alors, ce que je vais montrer maintenant, c'est que ce truc-là,
ça appartient à un prime, autrement dit que c'est une forme n linéaire alternée. Donc pour ça, je fixe un rang k, d'accord? Les UI, bah, ils ne vont pas bouger pour i différentes k, hein, donc tous les AIJ pour j différentes k, ils ne vont pas bouger, mais on va remplacer uk par la somme de deux vecteurs, u'k avec ses coordonnées, u seconde k avec ses coordonnées, évidemment, ça va faire un vecteur w qui aura comme coordonnées ça. Et maintenant, je considère déterminant de u1 jusqu'à uk-1, et là, je remplace mon uk par u'k plus u seconde k, uk plus 1 jusqu'à un. Donc, c'est la somme pour sigma appartenant à Sn des signatures de sigma fois les produits. Alors, les produits, là-dedans, ben, il y a tous les j qui vont être différents de k. Donc, pour eux, ça fait a sigma jj. Et puis, il y a celui là-dedans, dans ce produit, il y en a un. C'est pour j égale k. Pour j égale k, ça fait a sigma k, k, sauf que c'est pas a, c'est ça. D'accord? Donc ça fait a' sigma k, k, plus a seconde sigma k, k. D'accord? Donc évidemment, je vais développer cette somme, donc je vais me retrouver avec cette somme, plus cette somme-là. Alors cette somme, c'est quoi? C'est exactement ce truc-là, si A' c'était A. D'accord? Si A' c'était A, on dirait bah, que c'est le déterminant des U1 jusqu'à UN. Bon, sauf que là, A' c'est pas A, hein, ça correspond à un vecteur U' en fait. Donc ça, je vais dire que c'est déterminant de U1 jusqu'à UK-1. Là, ça va me faire U'K, UK plus 1 ensuite jusqu'à UN. Puis l'autre, c'est pareil, avec A seconde, hein, c'est pas A, bon, c'est A seconde, ça veut dire que le vecteur UK est remplacé par le vecteur U seconde K. Voilà. Et donc, bah, c'est terminé, parce que ce déterminant-là, hein, là j'avais la somme U'K plus U seconde K, et bien je m'aperçois que c'est bien le déterminant de ça, plus le déterminant de ça. Donc ça fait une partie seulement, et on va continuer après, de la linéarité du déterminant. On termine la démonstration d'abord sur la linéarité. On fixe le rang K, les UJ pour J différentes K, et donc on doit remplacer UK par lambda UK, lambda étant un scalaire. Lambda UK, avec les notations précédentes, il a comme coordonnées les lambda IK. Et si je prends le déterminant alors là, je mets que des UJ, sauf au rang K, où je mets lambda UK. Donc je sépare hein, le rang K, donc ça c'est les J différentes K, et au rang K, j'ai quoi? J'ai la coordonnée, j'ai la ligne en sigma K. La ligne en sigma K, ça va être lambda A sigma K, K. D'accord? Donc, évidemment, je vais sortir le lambda, et je trouve que c'est lambda, somme pour sigma, des signatures de sigma, pi de 1 à n, et là, celui-là, j'intègre là-dedans, dA sigma jj, autrement dit, c'est lambda fois le déterminant. Donc, j'obtiens que ça, c'est égal à ça, et ça termine la linéarité, puisque avant, j'avais démontré que quand je remplaçais ça par V plus W, j'obtenais effectivement déterminant, j'obtenais une somme, la somme avec V, puis la somme avec W. Donc, c'est bien n linéaire. Montrons maintenant qu'elle est alternée. Donc, supposons UI deux vecteurs égaux, UI et UJ, I étant différents de J. Donc je peux supposer par exemple I inférieur à J, donc les deux compris entre 1 et n. Donc comme les vecteurs sont égaux, c'est-à-dire que toutes leurs coordonnées sont égales. AKI est égal à KJ, quel que soit K, lambda 1 n. J'appelle sigma la transposition hein, qui échange I et J. Donc ça veut dire que I a pour image J et J pour image I. Sn, c'est l'ensemble des permutations de l'ensemble 1n. S'(n), les permutations paires, celles dont la signature est égale à 1. Et seconde n, celles des permutations impaires dont la signature est égale à moins 1. Je sais que S'(n) union S seconde n est une réunion disjointe qui est égale à Sn.
Alors je considère l'application qui a phi appartenant à S'(n) associe phi rond sigma. Alors, sigma c'est celui-là, hein, d'accord? Bon, alors phi rond sigma, on va le voir, bah, il appartient à S seconde n, et on va voir que c'est une bijection. Alors, en effet, si je prends phi appartenant à S'(n), sa signature est égale à 1. La signature de phi rond sigma, d'abord phi rond sigma, c'est bien une bijection sur l'ensemble 1n, c'est bien une permutation, puisque je compose deux permutations. Hein. Et la signature de phi rond sigma, c'est celle de phi fois celle de sigma, donc c'est égal à 1 fois moins 1, c'était moins 1, donc ça appartient bien à S seconde n. En même temps, si je prends psi appartenant à S seconde n, dire que phi rond sigma est égal à psi, ça équivaut à dire, je multiplie par sigma à droite, et comme c'est une bijection, il y a bien l'équivalence, hein, que phi est égal à psi rond sigma, hein, puisque sigma 2 est égal à l'identité. Et ça, évidemment, ça appartient à S'(n), puisque quand je prends epsilon de phi, il va être égal à epsilon de psi qui est égal à moins 1 fois epsilon de sigma qui vaut moins 1, et donc ça fait 1. Donc j'ai bien une unique solution à cette équation, et donc c'est bien une bijection, cette application-là. Alors, je vais calculer donc le déterminant d'en B de U1, U2 jusqu'à UN, hein, sachant qu'il y a UI qui est égal à UJ quand même. Hein. Donc c'est la somme des signatures pour phi appartenant à Sn de ce produit-là. Bon, je vais séparer la somme en deux, c'est-à-dire les phi qui appartiennent à qui sont paires et puis celles qui sont impaires. Bon, bah, celles qui sont paires, le produit est égal à ça. Et alors celles qui sont impaires, eh bien, d'après ce que j'ai vu, comme c'est une bijection, je peux dire que c'est des phi rond sigma. D'accord? Donc je vais faire varier phi dans S'(n), et là je remplace phi par phi rond sigma. Et alors ici aussi, bien sûr. Hein, d'accord? Voilà. Alors maintenant, je regarde, je vais comparer tous ces produits-là. Ces produits. Pour un phi donné. Alors, pour un phi donné, alors si k est différent de i et que k est différent de j, bon, ben, A phi k, k ici, puis, oui, phi rond sigma k, si k est différent de i et j, et différent de i et de j, ben, ça fera de toute façon, sigma k fera k, ça fera phi k, d'accord? Donc, le A ici, A phi rond sigma k, k, ça sera A phi k, k, comme ici, d'accord? Voilà. Alors maintenant, pour k égale i, le phi rond sigma, bah, si je prends k égale i, ça fait i. Sigma i, c'est égal à j, donc ça fait phi de j. Mais a phi de j, i, il est égal à a phi de j, j, puisque les vecteurs, alors c'est ici, d'accord? Puisque les vecteurs ui et uj ont les mêmes coordonnées. Pour k égale j, bah, c'est la même chose. Sigma j il est égal à i. Donc on a a phi de... Ici, on va avoir a phi de i j qui sera égal à a phi de i i. Pour toujours la même raison. D'accord? Donc en fait, je vois bien que le produit qui est ici va être le même que ici, sauf que la signature n'est pas la même. C'est-à-dire qu'ici, la signature est égale à moins 1. Donc le x, ça va être somme des... pour phi appartenant à S'(n), donc de ça. Et puis là, comme la signature vaut moins 1, moins somme pour k différent de i et j. Et là, on a dit que c'était les mêmes termes que là. Et puis on rajoute les deux derniers. Et les deux derniers, on vient de voir que c'est a phi de jj, a phi de i, i. Donc ça s'intègre parfaitement dans ce produit. Et ça nous donne somme pour phi appartenant à S'(n) du produit de 1 à n des a phi k, k, moins somme pour phi appartenant à S'(n) du produit de 1 à n des a phi k, k, et donc ça fait 0. Et donc la forme, qui était déjà n linéaire, et bien maintenant devient n linéaire alterné. Déterminant suivant B, c'est une forme linéaire, n linéaire alternée. D'accord? Alors maintenant, les coordonnées de EJ, pour J allant de 1 à n, sont A et J égale d'état IJ. Oui, parce que E1, il a pour coordonnées 1 et que des 0, E2, 0, 1, puis que des 0 après, etc. Donc c'est bien
les delta ij. Si je prends le déterminant de E1 jusqu'à En suivant B, ça va être la somme pour sigma appartenant à Sn des pi de 1 à n des delta sigma k. Alors regardons ce truc-là. Si sigma est différent de l'identité, l'identité sur l'ensemble 1 jusqu'à n, hein, c'est-à-dire l'application qui a k fait correspondre k pour k compris entre 1 et n. Eh bien, si sigma est différent de l'identité, ça veut dire qu'il y a un k appartenant à n, tel que sigma k est différent de k. Donc dans ce cas-là, delta sigma k, k va être égal à 0. Ça veut dire que dans ces produits-là, il y aura toujours un terme nul. D'accord? Donc le produit sera nul. Donc qu'est-ce qui va rester dans toute cette somme? Il va rester uniquement sigma égale l'identité. Pour sigma égale l'identité, on va avoir sigma k qui vaut k, donc ça va être des delta k, k. D'accord? Et donc ça fait le produit de 1 à n, parce que en plus, la signature de l'identité, évidemment, c'est 1. Donc c'est la somme de 1 à n des delta k, k, qui valent tous 1. D'accord? C'est un produit de n termes égaux à 1. Et donc ça fait 1. Et donc là, je viens de démontrer que le déterminant de 1 jusqu'à En suivant B est égal à 1, ce qui notamment veut dire que déterminant la forme n linéaire alternée déterminant suivant B n'est pas nul. D'accord? Donc, comme je sais que l'ensemble des formes linéaires n linéaires alternées est un espace vectoriel de dimension 1, elle va engendrer A'. D'accord? Bon, je le sais de toute façon grâce à ça, hein, parce que j'avais démontré f égale f de 1 jusqu'à En, déterminant suivant B. D'accord? Et là, c'est une forme non nulle, donc j'ai bien une base. Donc on avait vu ça. Enfin, je terminerai en disant que déterminant suivant B, c'est bien la seule forme n linéaire alternée qui vérifie f des EI qui est égal à 1. En effet, alors f est égal à déterminant suivant B si et seulement si, et je reprends ce truc-là, si seulement si, déterminant suivant B est égal à f fois déterminant suivant B. Donc je fais passer tout du même côté, je vectorise déterminant suivant B, et il va être facteur de 1 moins ça. D'accord? Donc ça veut dire que ça serait la forme nulle. Hein? Bon, mais comme là, il faut bien comprendre que c'est une multiplication. Hein? Comme je viens de dire que déterminant suivant B n'était pas une forme nulle, ça veut dire que ça doit être égal à 0. D'accord? Donc ça équivaut à dire que le crochet est nul et donc f de E1 jusqu'à En est égal à 1. Autrement dit, on avait vu que déterminant suivant B des EI était égal à 1, et bien c'est la seule forme n linéaire qui réalise f de E1 jusqu'à En est égal à 1. Propriété. E, toujours un K espace vectoriel de dimension n. F, une forme n linéaire alternée sur E. B, une base de E. F est égal à 0 si et seulement si F de E1 jusqu'à En est égal à 0, les EI étant les vecteurs de la base B. Démonstration. On sait que F est égal à F des EI multiplié par déterminant suivant B. Et on sait que déterminant suivant B est différent de 0, parce que déterminant suivant B des vecteurs de la base B est égal à 1. Donc f est égal à 0, si et seulement si ça est égal à 0, c'est-à-dire f des EI. Propriété suivante, E, un espace vectoriel de dimension n, toujours, de base B1 qui est la famille des EI et B2, soit UI une famille de n vecteurs, alors déterminant des UI suivant B2 est égal à déterminant des UI suivant B1 multiplié par déterminant de B1 suivant B2. Ce que j'appelle déterminant de B1 suivant B2, c'est le déterminant des EI, parce que B1 c'est la famille des EI suivant B2. Démonstration, eh bien, on sait que F égale déterminant suivant B2 est une forme n linéaire alternée, donc elle va être égale à f de E1, toujours la même relation, multiplié par déterminant suivant B1, mais f, j'ai dit que c'était déterminant suivant B2, donc ça fait déterminant suivant B2 des EI,
fois déterminant suivant B1 des UI. D'accord? Puisque j'applique ça à UI. Je prends f de UI, c'est-à-dire déterminant des UI suivant B2. Et bien ça, c'est exactement, directement, on obtient la formule ici. Okay. Propriété suivante, B, famille des EI, donc de dimension n, n vecteurs, base de E, et B1, une famille de n vecteurs aussi, UI. Alors B1 est une base de E, si et seulement si déterminant des UI suivant B est différent de 0. Démonstration. Eh bien, supposons que B1 soit une base de E. On va considérer, alors, déterminant des UI suivant B1. J'applique cette formule-là adaptée à B et B1. C'est déterminant de UI suivant B, multiplié par déterminant des EI, c'est-à-dire des vecteurs de B suivant B1. Mais, déterminant des UI suivant B1, c'est égal à 1. D'accord? Donc forcément, déterminant des UI suivant B ne peut pas être nul. Sinon, 0 fois quelque chose, ça fait pas 1. Réciproquement, dans l'autre sens, je suppose déterminant des UI suivant B différent de 0. Si les UI étaient liés, alors on sait que déterminant des UI suivant B serait égal à 0. On l'a démontré ça. Hein, car déterminant de B est une forme n linéaire alternée. On a vu que quand on a une forme n linéaire alternée et qu'on l'applique à n vecteurs qui sont liés, on trouve 0. D'accord? Donc là, on trouverait 0. Or, par hypothèse, on me dit que déterminant de I suivant B est différent de 0. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas liés. Donc ils sont libres, et comme ils sont au nombre de n vecteurs, et que la dimension de E, c'est n, eh bien ils forment une base de E.